Sud Radio 10h midi, débat. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, avec aujourd'hui Régis de Castelnau. Bonjour Régis. Vous êtes avocat, vous venez de publier une justice politique aux éditions L'Artilleur. Vous êtes membre de la rédaction de Front Populaire et on vous retrouve également sur votre blog Vue du droit. Éric Tegner, bonjour, journaliste, directeur de la rédaction du nouveau média en ligne Livre Noir, où vous recevez chaque semaine des personnalités sans langue de bois. Georges Kuzmanovic, président de République Souveraine et vous êtes candidat à la présidentielle. Bonjour Georges. Bonjour. Et vous avez été licencié suite à cette annonce. Voilà. On en avait parlé la dernière fois. Et Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale. On peut s'y abonner évidemment sur Internet et fondateur d'Ensemble contre la peine de mort. Faut-il rendre à nouveau les tests gratuits, les tests de dépistage? Hier, on entendait Catherine Hill, épidémiologiste, qui disait qu'on testait un peu n'importe comment et n'importe qui. Marine Le Pen, plus présidentiable qu'Éric Zemmour, c'est notre sondage IFOP fiducial pour Sud Radio, avec les traits de caractère d'Éric Zemmour et de Marine Le Pen qui ont été à qui on a demandé aux sondés de les commenter. Et puis, y a-t-il un problème de timing? C'est le Figaro ce matin. Dans le Figaro, il y a une tribune sur ce sujet. On voit qu'Éric Zemmour patine un petit peu dans les sondages. Est-ce qu'il aurait dû se déclarer plus tôt? On en parle. Et puis, Anne Hidalgo était-elle la bonne candidate pour le PS? Oui, non. Ça vous fait rire, hein? Ça vous fait rire, Régis de Castelnau. On en parle dans un instant. Tour de table de ce qui a retenu votre attention. On va commencer avec vous, Éric Tegner. Ça fait suite d'une certaine manière à ce qui vient d'être dit à propos de Charb. C'est une censure, une interdiction. Complètement, c'est l'interdiction de conférence de Geoffroy Lejeune, le directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles à Sciences Po. Donc après avoir été interdit par le SCP de venir faire une conférence, même si le SCP nie et explique que ce sont essentiellement pour des raisons de calendrier et d'agenda, eh bien Sciences Po Paris a confirmé qu'il ne souhaitait pas avoir Geoffroy Lejeune, ce qui est assez inadmissible quand on sait que Valeurs Actuelles est un magazine qui vend près de 100 000 exemplaires par semaine, qui aujourd'hui représente une grande partie, en tout cas une certaine droite conservatrice, et que Sciences Po est censé être un peu le fer de lance aujourd'hui des élites, d'une forme d'ouverture aux idées, etc. Et qu'il ne se prive pas pour recevoir Jean-Luc Mélenchon ou encore Monsieur Poutou. Donc ce qu'ils invoquent, ces enseignants qui ont essayé de bloquer justement l'arrivée de Geoffroy Lejeune, eh bien c'est le fait qu'il pourrait y avoir des débordements. C'est toujours ce fameux chantage où il y a d'une certaine façon une alliance entre des professeurs de gauche, voire d'extrême gauche, et certaines milices, où au lieu de condamner les milices, au lieu de condamner les antifas, au lieu de faire en sorte bien de les sanctionner, d'interdire ces groupuscules, eh bien on va s'en servir pour justement pouvoir priver de parole des personnalités comme Geoffroy Lejeune. On se rappelle à l'époque où aussi Agacinski avait été interdite de conférence à Bordeaux. Donc c'est un long cheminement. On voit que Sciences Po est complètement à la dérive, à une heure où pourtant les grands médias commencent à s'ouvrir à de nouvelles idées, ce qui est quand même souhaitable, ce qui est quelque chose de positif. Sciences Po reste aujourd'hui le fer de lance d'une forme de wokisme, de dérive complètement délirante des universités aujourd'hui. Oui, c'est ce que... Alors Marie Cabrette, pour le coup, tout à l'heure, donc comment, je ne trouve pas les mots, qui est en charge de la mémoire de Charb, nous racontait que aujourd'hui les universités françaises refusent que ces textes soient lus. Il y a un texte qui s'appelle Lettres aux escrocs de l'islamophobie et à ceux qui font le jeu des racistes. Ce texte ne peut pas être joué aujourd'hui en France dans les universités. C'est invraisemblable. Alors pour le coup, Sciences Po a accepté, c'est la première université qui accepte que cette pièce, que ce texte soit lu aujourd'hui, mais vous vous rendez compte? Et alors elle nous disait que ce qui est invoqué, c'est débordement de l'ordre public, risque de débordement. Enfin, c'est invraisemblable. Mathias Vichra, qui est le nouveau directeur de Sciences Po, va avoir du travail devant lui, parce que c'est clair qu'il y a malheureusement une réalité idéologico-sociologique dans l'université française et à Sciences Po notamment, qui est que effectivement le wokisme a le vent en poupe et effectivement une censure qui est extrêmement grave. À la Sorbonne, il y a un an également, il y avait d'autres conférences qui avaient été empêchées de se tenir. Alain Finkielkraut est quasiment mais ce sont interdit de citer. Alors il y a les syndicats, il y a tout un tas d'arguments qui sont avancés, mais on va en redire un mot. Je pense que Régis, vous avez envie de réagir évidemment sur le sujet, mais c'est l'heure du journal, donc je vous coupe la parole. Oh, voilà. Vous êtes censuré sur Sud Radio. Mais non, pas du tout. À tout de suite avec vous sur Sud Radio. Sud Radio 10h midi, débat.
débat avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi avec Régis de Castelnau, avocat, votre blog Vue du droit, un livre, Une justice politique aux éditions L'Artilleur. Et puis vous êtes membre de la rédaction de Front Populaire. Éric Tegner, journaliste, directeur de la rédaction du nouveau média en ligne Livre Noir. Georges Kuzmanovic, président de République Souveraine et candidat à la présidentielle. Et Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale et fondateur d'Ensemble contre la peine de mort. On va parler Covid avec cette question, faut-il rendre les tests gratuits? Marine Le Pen, plus présidentiable qu'Éric Zemmour, c'est ce qui ressort d'un sondage IFOP Sud Radio. Et puis, y a-t-il un problème de timing pour Éric Zemmour qui est en train de plafonner légèrement dans les sondages? Et Anne Hidalgo était-elle la bonne candidate pour le PS? On va continuer notre tour de table, mais tout de même, réaction au coup de gueule d'Éric Tegner, à savoir Sciences Po qui refuse de recevoir Geoffroy Lejeune, le patron de la rédaction de Valeurs Actuelles. Et je rappelais qu'effectivement, en France, dans certaines universités, dans une très grande majorité d'universités, on ne peut pas lire le texte de Charb. C'est un spectacle, une représentation, une lecture qui est faite. Et ça a été refusé à Paris 7, à Lille 2 fois, à la Sorbonne, sous prétexte de menaces à l'ordre public. Mais tout cela sous la pression de syndicats étudiants, de certains groupes. C'est le cas aussi pour Geoffroy Lejeune à Sciences Po. Et je signale tout de même que Sciences Po a accepté, c'est ce que nous disait Marie Cabrette, que la pièce de Charb soit jouée le 1er décembre prochain. C'est une grande victoire. Alors Georges Kuzmanovic, et puis après... Sur ces interdictions ahurissantes qui nous viennent du wokisme états-unien, moi j'aimerais rappeler à mes camarades, à mes ex-camarades de la France Insoumise, si par hasard ils écoutent, qu'ils peuvent trouver sur YouTube la magnifique oraison funèbre de Jean-Luc Mélenchon à son ami Charb. Oui, absolument. Et qu'ils se souviennent de ça, parce que... Ou alors, et c'est un reniement total de cette oraison funèbre qui était magnifique et qui montrait qu'est-ce que c'est être républicain, qu'est-ce que c'est être laïque. Moi, j'ai pas changé de ligne, et ça devrait être un acte militant, et y compris de gens qui se disent de gauche, que de jouer la pièce de Charb. C'est absolument choquant. Et une dernière chose, j'aimerais citer Pier Paolo Pasolini, qui fut cet extraordinaire cinéaste et écrivain. Il a écrit au début de 1970, un livre qui s'appelle Écrit Corsaire. J'invite tout le monde à le lire. Il y a cette petite phrase et toute une explication derrière qui suit. Il dit « Le fascisme peut revenir sur la scène à condition qu'il s'appelle antifascisme ». Et il décrit ce que l'on vit aujourd'hui avec une acuité tout à fait étonnante pour quelqu'un qui écrivait ça il y a 50 ans. Régis de Castelnau. Alors moi, je voudrais ajouter quelque chose sur un autre registre. Je ne suis pas grand amateur de la judiciarisation de la vie publique, mais je rappelle, et Georges nous rappelle les principes républicains, ceux des articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l'homme, qui sont un des fondements de notre société, liberté d'expression, liberté d'opinion. Elle est protégée, elle doit l'être par l'État, cette liberté. Elle l'est, la liberté d'expression. L'article 225-1 du Code pénal sanctionne la discrimination politique. Refuser de laisser venir à l'invitation d'étudiants Geoffroy Lejeune, alors je sais, c'était à Sciences Po Lille, à l'ESCP, et puis maintenant à Sciences Po Paris, quels que soient les prétextes avancés, mais une jolie petite enquête permettrait de le savoir, je me demande ce que font les procureurs lorsqu'ils sont confrontés à cette dérive qui commence à prendre des proportions trop importantes, qu'est-ce qu'ils attendent pour lancer des enquêtes préliminaires et pour poursuivre la discrimination politique, interdire à quelqu'un de venir faire une conférence pour des raisons politiques, Geoffroy Lejeune, c'est l'évidence, eh bien, je suis désolé, c'est une infraction pénale. Oui, il y a aussi une responsabilité des universitaires et des directions des universités, parce que c'est facile d'incriminer, de tout faire porter sur les syndicats d'étudiants. Ils sont évidemment souvent à l'origine de ces pressions, mais quand même, la police interne, entre guillemets, de l'université, elle est assurée par la direction de l'université. Donc c'est aussi à eux de prendre leurs responsabilités, et ils ne le font pas, parce que pour beaucoup, ils sont complices intellectuellement de ces censures, mais c'est aussi une obligation pour eux. Donc je pense que pénalement, c'est aussi de leur responsabilité que de devoir empêcher des débats de se tenir. Oui, parce que la vérité, c'est eux qui prennent les décisions. Ce sont eux qui prennent les décisions. En disant, vous ne viendrez pas.
Oui. En disant, ah ben oui, ben... après, il se justifie en avançant les risques de troubles à l'ordre public, hein, mais ce sont eux qui prennent les décisions. Moi, je pense qu'il faut qu'ils en répondent. Il faut qu'ils rendent des comptes là-dessus. Oui. On continue avec vous, Régis. C'est un coup de gueule qui va un peu dans ce même, dans le même esprit. Je crois que c'est à Sciences Po Lille, je vais être rapide, c'est à Sciences Po Lille que Jean-Luc Mélenchon, qui véritablement tire tous azimuts, est venu dire il voulait en tout cas faire inscrire la liberté de genre dans la Constitution. Mon Dieu, il n'y a pas d'autre sujet plus important aujourd'hui. D'abord, la liberté de genre, elle existe, il y a des procédures qui permettent, etc. Ce sont des phénomènes marginaux, on le sait bien, hein, et je pense qu'il faut y faire attention, mais il dit il faut mettre fin à la souffrance administrative. Liberté de genre, on peut choisir son genre quand on veut, c'est un peu n'importe quoi, mais surtout qu'on laisse la Constitution tranquille. Pourquoi pas la recette de la tarte tatin tant qu'on y est, enfin pour être sûr que ce soit la bonne qui soit faite. C'est grotesque, c'est totalement grotesque. Alors ça témoigne d'un désarroi manifeste. Hein. Jean-Luc Mélenchon qui a encore un peu ma sympathie, je rappelle toujours, hein, j'ai voté pour lui en 2012 et en 2017, mais là c'est n'importe quoi. Vous ne revoterez pas pour lui ? Ah non. Mais comment avez-vous pu voter Jean-Luc Mélenchon, Monsieur Castelnau? Ça, j'aimerais bien comprendre, si je peux me permettre. Je me suis abstenu aux 2 tours, en plus, au 2e tour, dans les 2 élections. Bon. Alors, Michel. Alors, moi, j'aimerais profiter de la chance qu'on a d'avoir un candidat à l'élection présidentielle autour de cette table, Georges Kuzmanovic, pour dire aujourd'hui, demain et après-demain, c'est le congrès des maires de France, qui vont d'ailleurs élire un nouveau président. Et le suspense est insoutenable entre Monsieur Lisnard, le maire de Cannes, et le maire de Sceaux, si je me trompe pas. En fait, il y a un grand problème. Il y a un grand problème aujourd'hui pour les candidats à l'élection présidentielle comme vous, c'est d'obtenir les parrainages en vue de l'élection présidentielle, non pas pour des raisons idéologiques, parce que je suis sûr que parmi les 36 000 maires de France, c'est quand même eux qui principalement détiennent la possibilité de donner un parrainage ou pas. Il y a aussi des parlementaires et certains grands électeurs, mais enfin principalement ce sont les 36 000 maires de France. C'est pas des questions idéologiques, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui sont, à mon avis, d'accord avec vos positions et laïques et très sociales. C'est qu'en fait, ils ont une pression nouvelle qui n'existait pas avant et qui date de François Hollande, qui a en fait une double pression. C'est que auparavant les parrainages étaient confidentiels, donc on ne savait pas à qui un maire avait donné son parrainage. Et depuis François Hollande, ce sera rendu public. Et donc il y a des pressions énormes sur des maires pour dire, si tu donnes ton parrainage à tel candidat, au niveau de l'intercommunalité, au niveau des subventions, au niveau des budgets qu'on peut t'affecter, tu les auras pas. Donc il y a des très très fortes pressions. Et là, le deuxième problème, c'est que les 10 parrainages, en fait, c'est un document administratif qui ne sera envoyé au maire qu'à partir du 1er ou du 4 février, 3 semaines avant, ils auront 3 semaines pour délivrer leur parrainage. Donc en fait, c'est extrêmement compliqué, notamment pour les petits candidats, de pouvoir réunir ces parrainages, parce que pour le moment, ils réunissent que des promesses de parrainage, mais en fait, à partir de début février, ils devront vraiment décider à qui ils les donnent. Donc c'est suspense garanti jusqu'au bout, et je trouve que j'aimerais profiter de ce congrès des maires de France. Je suis sûr qu'il y en a des milliers qui nous écoutent aujourd'hui sur Sud Radio. Prenez votre courage à deux mains et donnez les parrainages à ceux dont vous partagez les idées. Ce qu'on a évoqué ici plusieurs fois déjà à ce sujet, on l'a souvent évoqué, ce sont les représailles que subissent les maires quand ils soutiennent un candidat. C'est-à-dire que même dans une commune où il y a une majorité de vote RN par exemple, donc le maire n'est pas susceptible de se le voir reprocher par ses administrés, il subit des représailles du département, de l'intercommunalité. S'il y a des dépenses, on leur dit c'est du non. chantage. Oui. Du chantage. Donc ils réfléchissent à 2 fois. Qu'est-ce que ça leur apporte de donner une signature? Il faut rappeler, et Michel a raison, il faut rappeler, c'était l'objectif poursuivi. Et ça nous ramène à notre premier thème sur la liberté d'expression. C'est une question de liberté politique, et l'objectif était de faire taire un certain nombre de gens, de diaboliser, évidemment.
évidemment. Ouais. Et ça, c'est grave. Ouais. Et il y a quelque Éric chose dont on ne Tegner, parle pas aussi assez, c'est que du coup, ça immobilise aussi ces petits candidats sur la collecte des parrainages. Ouais. Donc c'est beaucoup d'argent quand même à dégager, de l'argent avancé où ça coûte mine de rien d'aller à leur rencontre. Et si on n'a pas les parrainages, on n'est pas remboursé, etc. Et le deuxième point, c'est que ça mobilise énormément d'énergie. Au final, les petits candidats, on les voit moins parce qu'ils sont justement sur le terrain, alors que on devrait les voir plus pour essayer de bousculer les idées, de bouger un peu les choses. C'est ce qui mobiliserait les gens pour aller voter demain. Oui, en même temps, ça limite aussi le nombre de candidatures dites farfelues. Qu'est-ce que c'est une candidature farfelue ? Vous allez avoir 150 personnes candidates à l'élection présidentielle. Tout le monde doit pouvoir se présenter, c'est une vraie question. Je pense que non. Quand il y a vraiment des candidats qui sont testés à 2-3%, je ne comprends pas qu'ils aient une difficulté aujourd'hui à avoir des parrainages. Il y a des candidats qui sont même à 17%, ils ont une difficulté à l'avoir. Les sondages devraient être l'alpha et alors peut-être Georges sur le sujet. Moi, je ne suis pas contre qu'il y ait un filtre, sinon ça serait le chaos. Oui. Mais le filtre de 500, disons, grands électeurs, de 500 élus, est valable dans le cas où c'est anonyme. Parce qu'à ce moment-là, on peut nouer une relation avec un élu, et lui ne s'expose pas dans son choix. Et souvent, les choix, les soutiens des maires avant la réforme François Hollande étaient des soutiens purement démocratiques. Ils soutenaient même pas parce que quelqu'un était d'accord avec son programme. C'est comme ça que Madame Nathalie Arthaud a pas 500 élus de lutte ouvrière. Je rappelle. Alors, attendez, laissez-le terminer, oui. Oui, Georges, je laisse passer le maître Castelnau. Non, juste une petite info, une petite incise pour approuver ça. Dans la réforme de 62, de l'élection du président de la République au suffrage universel, c'était 100 parrainages qu'il fallait. Ça a été réformé. Après, c'était 100 dans le système imaginé par Charles de Gaulle, c'était 100. Donc, tout est fait pour essayer de contraindre et de restreindre avec cet argument. Pas de candidature fantaisiste. Non, je pense que c'est une volonté de fermer l'accès à cette élection. D'ailleurs, il faut préciser. Il y a une proposition qui a été faite, une loi qui a été déposée pour le coup par la France Insoumise et par Jean-Luc Mélenchon, qui est qu'il y ait une autre option, que ce soit 150 000 citoyens qui soutiennent. Bon, là, c'est intéressant aussi dans une logique gilet jaune que ça puisse venir aussi du peuple. Du peuple qui choisit ses candidats. Il faut mentionner que sur 36 000 maires, il n'y a que 3 500 ou 4 000 maires qui donnent leur parrainage qu'ils l'ont fait en 2017. Ouais. Donc de base, il y a déjà beaucoup moins. Exactement. Et encore, ça va être restreint. Ouais. Donc le vrai problème après va surtout venir aujourd'hui, je pense, du côté de la droite dite souverainiste et conservatrice, qui voit s'accumuler un certain nombre de candidats de façon beaucoup plus importante qu'en 2017. Absolument. Allez, on se retrouve dans un tout petit instant sur Sud Radio. On va revenir sur la candidature d'Éric Zemmour, justement. On dit qu'il devrait annoncer sa candidature début décembre. Est-ce qu'il a un problème de timing? Et puis notre sondage IFOP Sud Radio, c'est à suivre dans un tout petit instant. À tout de suite. Sud Radio 10h midi. Débat. Les débats avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi avec Régis de Castelnau, Éric Tegner, Michel Taube et Georges Kuzmanovic. Alors Georges, un petit coup de gueule? Un petit coup de gueule sur la corruption, parce que moi, en tant que candidat, je souhaite lutter contre la corruption que je considère être au sommet de l'État. On vient à nouveau d'apprendre que 2 conseillers de Bruno Le Maire, ministre de l'économie, vont passer à Eurazeo et à Worldline, qui sont 2 institutions financières. Eurazeo, c'était Idinvest avant. Un conseiller proche d'Emmanuel Macron passe à la Société Générale. C'est ce qu'on appelle gentiment le pantouflage en France, qui est une spécialité qui consiste à être brillant scolairement, à faire l'ENA, à rentrer au service de la République, donc du service public, donc des citoyens, de se faire en quelques années un magnifique carnet d'adresses et de savoir où vont les investissements d'État, et puis d'aller vendre ce carnet d'adresses et ces informations au privé. Pour moi, c'est une forme de corruption. Ouais. Alors, ce n'est pas une corruption formelle, parce que tout ça est autorisé, et c'est même considéré comme tout à fait acceptable. Ça se fait à gauche, à droite, et ça se fait avec Emmanuel Macron. Mais ça conduit à ce que un conseiller de l'Élysée qui s'appelait Emmanuel Macron fasse tout son possible, et le parachève, quand il devient ministre de l'économie de François Hollande, de vendre Alstom, qui est un fleuron industriel français. Un rapport parlementaire présidé par le député LR Olivier Marleix montre que on est dans de la haute trahison,
parce qu'on vend une industrie stratégique qui assure la propulsion de nos sous-marins nucléaires, lanceurs d'engins quand même, c'est la dissuasion nucléaire française, ici il n'y avait rien de plus stratégique que cela, et que tout ça est bradé à General Electric, et que ça arrose la banque Rothschild, d'où vient Emmanuel Macron, la Bank of America, Bouygues, et tout un... C'était combien 670 millions déversés à toutes les agences de communication de la place de Paris, qui elles-mêmes, après, reversent 7500 € ou soutiennent d'une manière ou d'une autre la candidature d'Emmanuel Macron à la campagne présidentielle de 2017. On a Alexis Kohler, qui est son secrétaire général, qui est empapaouté dans les histoires entre MSC et STX. Voilà, c'est un niveau de corruption qui est c'est tel... moins grave, c'est des navires de croisière. Oui, c'est pas grave, on s'en fiche. Non, mais bien sûr. Je rigole, évidemment. Donc, et voilà, Emmanuel Macron avait dit qu'il voulait la République exemplaire. Bon, ça, dès le début, ça a commencé avec 4 ministres qui ont dû démissionner pour prise illégale d'intérêt ou emploi fictif. Puis il y a eu l'affaire Benalla, puis 2 présidents de l'Assemblée nationale, puis ainsi de suite jusqu'à encore récemment. C'est pas du tout la République exemplaire, c'est la République du pantouflage et la République de la corruption institutionnalisée. Il faut que ça s'arrête en 2022. Le pays va disparaître. Mais ça c'est toujours fait. Ça c'est toujours fait. Enfin, c'est pas parce que ça c'est. J'ai pas dit que j'ai dit ça s'est fait avant, mais il faut que ça s'arrête. Vous savez, il y a une phrase dans le livre d'Olivier Marleix, qui est un député vraiment qui a beaucoup travaillé sur le sujet d'Alstom. Il commence son ouvrage en disant: depuis 40 ans, une élite essaye de brader la France. Depuis 5 ans, cette élite est au pouvoir. La grande différence, c'est l'élection d'Emmanuel Macron, qui lui venait justement ce type d'entreprise, Rothschild, etc., qui est entouré d'un bras droit où, entre le mois de mars et l'élection d'Emmanuel Macron, on ne sait pas exactement ce qu'il faisait. Est-ce qu'il était dans la campagne? Est-ce qu'il travaillait chez MSC, etc. Il y a énormément de choses qui ne sont pas dites sur aussi l'argent qu'Emmanuel Macron a gagné chez Rothschild, près de 2 millions. On ne sait pas vraiment comment il les a gagnés, ce qu'il a exactement fait chez eux. Voilà, il y a beaucoup de choses sur lesquelles d'ailleurs on enquête assez peu. Moi, je vais vous dire, j'étais aussi surpris de voir que le livre de Gérard Davet et Fabrice Lhomme sur Emmanuel Macron, franchement, c'est un bide. C'est-à-dire que quand il y a eu ce bouquin sur Nicolas Sarkozy, tout le monde en a parlé, etc., tout le temps. Et cet ouvrage, je trouve, il est reçu dans les médias, mais on le voit, on en entend beaucoup moins parler que ces anciens ouvrages sur la haine de la droite, etc. Je suis pas du tout d'accord avec vous. Ils ont été partout. Ils ont été partout, mais il y a eu peu d'impact. Je veux dire, d'ailleurs, je voudrais ajouter quelque chose, et d'ailleurs une critique à Georges qui encense le parquet national financier. Je rappelle que Olivier Marleix, on va rester 2 secondes sur Alstom. Marleix, quand il a fini de présider cette commission d'enquête parlementaire, il a transmis un signalement pénal au parquet. Ça fait 4 ans, 5 ans, le parquet n'a pas bougé. Alors en matière de pantouflage, mon cher Georges, il y a un magistrat du PNF qui était chargé des négociations avec les grands fraudeurs fiscaux et qui faisait des transactions que tout le monde trouvait très gentilles. Il est parti du parquet national financier et il a intégré un cabinet d'avocats anglo-saxons, d'origine anglo-saxon, qui conseille les gens qu'il contrôlait auparavant. Donc, je veux dire, aujourd'hui, ça va loin. Je veux dire, quand on lance des incantations contre la corruption, contre le pantouflage, mais que je partage totalement, parce qu'il y en a encore d'autres, des affaires, une justice politique, justement, c'était le thème de mon bouquin, il faut savoir aussi que ceux qui sont chargés d'opérer ce contrôle ne le font pas. Et que pour certains, vous avez entendu parler de cette histoire de magistrat qui est allé pantoufler? Personne. Non. Oui, mais on est d'accord, Régis, tu as parfaitement raison, je suis 100% d'accord avec toi. Paris a refusé de l'inscrire, a essayé de dire, mais attendez, c'est pas possible. Hop, il est allé au barreau de Nanterre, on lui a trouvé un bureau à Neuilly et il a été accueilli au barreau de Nanterre. Il a probablement, là, je n'ai pas les chiffres exacts, mais il a multiplié par 10 sa rémunération. Mais effectivement, ce sont des pratiques maintenant. Comment les arrêter? Comment en finir avec ça? Alors plutôt que je suis d'accord avec Régis, il faut éviter une justice politique. Mais par contre, on peut imaginer que de nouveaux élus fassent des lois, par exemple, qui interdisent le pantouflage. On a des jeunes qui font des études et qui font Saint-Cyr.
ou naval, et ils deviennent officiers de l'armée française. Et on n'imagine pas que quelqu'un, au bout de 9 ans, est commandant, a fait l'école de guerre, et puis disent, vous savez quoi, moi j'arrête 5-6 ans, je vais faire mercenaire pour Wagner chez les Russes, ou bouger les Chinois, ou je sais pas où, puis je reviens dans 5 ans pour faire colonel dans un régiment, puis je repartirai après pour faire mercenaire. Tout le monde dirait, mais c'est délirant. Bon, voilà, on fait pareil. Si on sert le service public, on sert le service public. Georges, on peut être chef d'état-major des armées, et puis prendre sa retraite et aller pantoufler au Boston Consulting Group. Ça, c'est nos élites aussi qui ont une forme de culpabilité complètement naïve. Il y avait une phrase, je me souviens plus, devait être Christine Lagarde, qui disait si vous voulez qu'une institution internationale ne défende pas la France, nommez un Français. Vous savez, c'est cette grande phrase de Jean-Claude Trichet. Le premier jour, son premier discours, il est devenu président de la BCE. Son premier mot, c'était I'm not French. Donc c'était surtout, vous inquiétez pas, je vais pas défendre les Français. Alors que les autres, ils faisaient ça en permanence. Donc on était à l'OMC, etc. Et nous, on est très faibles. Je ne vais pas me faire des amis. Je ne sais pas ce qu'il y a dans votre programme en matière de lutte contre cette corruption, Monsieur Kuzmanovic. Mais dans le traité politique de Spinoza, il y a une petite phrase qui me paraît très importante, où il dit il faut que les personnes en charge de l'intérêt général soient les personnes les mieux payées du pays dans lequel elles vivent. Oui. Et c'est vrai que je pense qu'un des grands problèmes qu'on a, c'est que, évidemment, les dits hauts fonctionnaires, c'est des gens qui devraient être effectivement dans des conditions de transparence, etc., mais être nettement mieux payés pour ne pas avoir cette tentation évidemment ça n'est plus possible de nos jours vu les salaires mirobolants que on peut imaginer cela, mais il y a une chose qui est intéressante, c'est le général Gallet, commandant des pompiers de Paris, ultra prestigieux, il est sorti major, il me semble, de Saint-Cyr. Il a été en poste DGSE à Bagdad. C'est vraiment un de nos grands généraux. Eh bien, c'est lui qui commandait le combat au feu quand Notre-Dame brûlait. Entre lui qui était en bas avec tout ce parcours et les caporaux-chefs et les sergents qui étaient là-haut à risquer que tout s'effondre, les 24 pompiers là qui balançaient l'eau, mais il y a un écart de 8 de salaire. Eh ben, il y arrive très bien. Il y a des gens qui servent l'intérêt national. Tout le monde n'est pas obligé. Si les gens veulent gagner beaucoup d'argent et qu'ils sont intelligents, ils peuvent aller travailler dans des banques et y rester. Ouais. Mais l'aventure politique et le pouvoir, c'est autre chose. Allez, on marque une pause et on se retrouve dans un instant. À tout de suite. Sud Radio 10h midi. Débat. Les débats avec vous jusqu'à midi. On va revenir sur la candidature d'Éric Zemmour. Est-ce qu'elle arrive un peu trop tard? On va en parler avec vous. Vous avez évoqué Alexandre Benalla tout à l'heure. Alors je voulais vous lire. Il a fait une petite blague sur les réseaux sociaux en montrant, vous savez, ce garde républicain qui a fait le poirier à l'Élysée. Vous avez peut-être vu cette image. Et donc Alexandre Benalla dit non, monsieur, vous n'êtes pas n'importe où ici. Vous croyez-vous où? Et il répond en boîte de nuit. Et à côté, il y a la photo de la bande des énergumènes dont on a beaucoup parlé un soir de fête de la musique. Taquin, Alexandre Benalla, tout de même, non? Taquin. Il est une part de vérité dans ce qu'il dit. Ouais, on s'attendait peut-être pas à ça. C'est toujours la même chose, c'est quand les gens sont plus aux responsabilités, d'un coup, il y a un éclair de clairvoyance. Non, même au-delà, c'est un garçon qui a du talent. Moi, au moment des auditions devant la commission et tout, c'est pas n'importe qui, je pense. Bon, malheureusement dévoyé. Voilà. Bon, voilà. Et puis autre trait d'humour. Alors, je ne sais pas si ça fait beaucoup rire. C'est les Dalton. Vous savez, ces sinistres individus. Le ministre de l'Intérieur a demandé la suppression de leur compte Instagram. Ils ont répondu, Gérald, détends-toi. Donc, ils sont vraiment dans la. Ça vous fait rire, Georges? Ils sont vraiment dans la. Oui, ça m'a fait sourire aussi. Mais ils sont vraiment dans la genre, on n'en a rien à faire de ce que peut dire ou faire le ministre de l'Intérieur. Mais c'est vrai, ils vont peut-être moins rigoler. Dans cet épisode des Dalton, moi je me demande depuis le début, c'est qui Lucky Luke, quoi. J'arrive pas à le trouver dans l'album, quoi. Le shérif, c'est pas là. On a plutôt Rantanplan, là. Ouais, c'est plutôt Rantanplan. Nous filons la métaphore. Parlons d'Éric Zemmour, donc depuis quelques jours, depuis hier, avant-hier, on entend dire que des zéniths auraient été réservés, qu'il préparerait un 20h, que sa candidature serait annoncée le 5 décembre, comme par hasard au lendemain de l'annonce du candidat LR.
Qu'en pensez-vous, Éric Tegner? Est-ce qu'il attend trop? Parce qu'on voit qu'en ce moment, il stagne un petit peu dans les sondages. Déjà 2 points. Je pense que d'abord c'est au candidat de décider d'être maître de ses horloges. Ouais, ce n'est pas aux médias de le faire, bien sûr. Mais on peut s'interroger sur le fait qu'il ne progresse plus. Ou alors est-ce qu'il est arrivé à un plafond de verre? C'est le deuxième élément. C'est que vous savez, il y a 2 mois et demi, les gens ne croyaient pas dans sa candidature. Il y a 1 mois et demi, ils pensaient que ce serait la taubira de la droite à 3, 4, 5%. Aujourd'hui, il est quand même globalement entre 15 et 18% selon les sondages. On n'allait pas lui demander d'être à 25%. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus haut qu'Emmanuel Macron à la même époque. Donc, je pense qu'il n'y a pas forcément de difficulté. Ça vient plutôt du fait qu'il y a une situation d'attentisme, que les gens se demandent qui va sortir du congrès LR. Qu'aussi ils attendent une mue en fait d'Éric Zemmour qui est en train de s'opérer progressivement, mais passer à un moment donné comme candidat. On le voit dans le sondage que vous avez publié en partenariat avec l'IFOP. Moi, je pense qu'aujourd'hui, Éric Zemmour, il est non pas dans une campagne pour les Français, il est dans une campagne pour rassembler la droite. C'est ce qui fait, on pourra en parler dans le détail, qu'en fait, par rapport à Marine Le Pen, il a de meilleurs scores auprès des Républicains, mais c'est certain qu'auprès de la gauche, il n'en a pas du tout. Le fait d'être candidat pourra permettre ou pas de voir si à ce moment-là, il prend des sondages en parlant à tout le monde. C'est le cas que votre confrère du Figaro, Charles Sapin, explique ce matin, que en fait, il a expliqué que effectivement Emmanuel Macron avait choisi de se déclarer en 2016, 4 jours avant la primaire LR, et qu'en fait, il a perdu 1 point. Après, je pense que cette comparaison n'est pas appropriée dans la mesure où on le voit sur les débats des Républicains. Il y a à peu près 400 000, 500 000 auditeurs. C'est pas du tout le même engouement que pouvait avoir la primaire. Oui, Régis. Alors non, c'est très difficile. Je crains malheureusement, je dis malheureusement pour le débat, on a assisté à un premier récit, une première storytelling, parlons un peu anglais, qui était l'arrivée étonnante de Zemmour, avec une vraie dynamique qui s'est créée, mais je veux dire, elle s'est nourrie elle-même. Tout ça a résonné. Je me demande si on n'est pas en train de rentrer dans une autre, peut-être plus courte, qui est celle il plafonne. Donc, je sais pas, c'est très difficile. On n'a pas encore de candidats LR, on les aura dans 15 jours. L'élection n'intéresse pas énormément les Français, c'est le moins qu'on puisse dire pour l'instant. Je veux dire, il y a une majorité ou une petite minorité enfin une grande minorité qui ne s'est pas encore décidée. Donc, je crois que c'est un peu difficile. L'événement de l'arrivée de Zemmour, ça, c'est quelque chose de très important. Sur le fond, moi, je fais juste une observation. Je reste très prudent, mais juste une observation. Éric a raison. C'est chez les LR, chez cette bourgeoisie filloniste que Éric Zemmour a trouvé les gros bataillons de ceux qui le soutenaient, pas seulement, mais chez ceux-là. Et ceux-là, je pense que leur fiabilité dans la durée est probablement très discutable. Souvenons-nous de ce qui est arrivé à François-Xavier Bellamy aux Européennes, qui était annoncé à 13 ou 14 et qui a fini à 8. Moi, je vois assez bien ceux-là qui se sont un peu... c'est pas, l'expression n'est pas de moi, donc c'est grossier, mais un peu dépucelé. Là, tout d'un coup, on est dans la transgression, on est dans l'excès. La marmite a un peu sauté. Je pense que le jour venu, le moment venu, ils redeviendront dans l'isoloir. Si je peux me permettre juste en 30 secondes de corriger un peu ce que disait Régis, je pense que la comparaison en permanence entre François-Xavier Bellamy et Éric Zemmour n'a pas lieu d'être. En fait, les gens ne savaient pas lire les sondages lors des élections européennes. Les gens qui disaient être sûrs de voter pour François-Xavier Bellamy, c'était 54-55%. Donc de toute façon, on pouvait s'attendre à ce qu'il tombe à 8%. Aujourd'hui, Éric Zemmour, c'est 85% de certitude de vote. De ceux qui disent qu'ils vont voter Zemmour, ils sont sûrs de voter pour lui. Même Marine Le Pen explique qu'ils savent que globalement, Éric Zemmour sera autour de 15%. Donc on ne peut pas imaginer que ça finisse comme une candidature de Bellamy. En revanche, la cristallisation, elle va plutôt arriver fin janvier, début février. Parce que pour résumer, au mois de décembre, il va y avoir 15 jours où le candidat LR, il va un peu monter dans les sondages, il y aura un effet de mode. Et après, passer Noël, je pense que ça va être terminé. Et après, il y aura les Jeux d'Alliance. Oui, alors Michel, Taube. Non, mais en fait, pour compléter ce qui a été dit, enfin moi, ce que je sens, mais après, c'est difficile de faire des prévisions, mais c'est que là, le palier qu'il a atteint, voire une légère baisse, va certainement se maintenir jusqu'à sa déclaration de candidature. Je pense qu'il a fait le poids, le plein, pardon, non pas des voix, mais même pas des promesses, ça c'est pour les parrainages, des soutiens potentiels des personnes sondées dans des sondages dont, comme le disait Ouest France, il faut bien se méfier.
Je pense qu'il atteint le maximum de potentialité de voix jusqu'à sa déclaration candidature qui est plus ou moins annoncée pour le 5 décembre dans un très grand meeting qui est déjà annoncé au Zénith de Paris, et qu'au moment de sa déclaration de candidature, là, à mon avis, il va reprendre, parce qu'à mon avis, il est en phase, ça c'est ce que je pense, quand bien même, malgré toutes ces outrances, malgré tous ces excès sur plein de sujets, moi ma conviction c'est qu'il est en phase avec les Français. Et que donc, à partir du moment où il sera candidat, là, il va, à mon avis, creuser l'écart, notamment avec Marine Le Pen, et se porter vers le deuxième tour. Ouais. Pour l'instant, on n'est que dans des hypothèses. Hein. On le rappelle. C'est ce que j'ai dit et je le redis volontiers. Alors, je ne suis pas entièrement d'accord. Parce que de quoi Zemmour est-il le nom ça serait faux de dire qu'il n'est qu'une création médiatique. Même s'il en est une et qu'il a un soutien médiatique quand même assez ahurissant et très bien organisé. Mais il incarne aussi... Ça suffit pas. Oui, ça suffit pas. Mais il incarne une crainte qu'ont certains Français, parfois légitime, d'atteinte à l'identité de ce qu'est être français, de ce qu'est la France. Mais ça peut pas être le seul sujet. Et on voit qu'il a entraîné quand même cette première partie de campagne sur le sujet de l'immigration et de l'identité. On l'a vu lors du débat des candidats LR. Ça a parlé quand même beaucoup d'immigration et chacun tentant de faire du sous Zemmour ou du sous Marine Le Pen. Mais il n'y a pas que ça comme sujet. Or, on voit bien qui est autour d'Éric Zemmour, et si jamais d'aventure il devient réellement candidat, il va dire quoi sur l'emploi, sur la réindustrialisation du pays, sur beaucoup de choses. Et là-dessus, il a commencé. On lui fait un procès d'intention avant même qu'il soit. Oui, mais il a déjà dit. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il veut être candidat, mais il parle que d'un seul sujet. C'est un peu étrange. Enfin, moi aussi, je suis candidat, bien moins connu que lui, mais on parle de nombreux sujets et on n'occulte pas celui de l'immigration. Lui, il n'aborde pas les autres. Il a creusé un sillon et. Oui, mais il dit je suis pour la continuation de la politique économique d'Emmanuel Macron. Et si c'est le cas, c'est un Emmanuel Macron conservateur. Ce qui est assez injuste, je trouve, dans cette accusation, c'est que Éric Tegner et après Régis. C'est que d'abord, moi j'ai vu, on l'a suivi avec Livre Noir au salon de Made in France. C'était les journalistes qui venaient lui parler d'Hollande et du Bataclan, et lui il leur disait, moi je veux parler d'économie. À un moment donné, faut aussi avoir conscience de ça. Il a un projet, etc. Il va le développer plus tard. Mais le deuxième point, c'est quoi? C'est que faut arrêter l'hypocrisie. Chaque campagne présidentielle a une thématique. En 2017, c'était la thématique de l'Europe. Les Français, ils se demandent à quel moment la vraie thématique de l'immigration a été mise en avant. La dernière fois, c'était en 2012. C'était il y a 10 ans. Absolument. À un moment donné, ils ont le droit de dire on veut parler d'immigration. Parce que sinon, Emmanuel Macron, lui, il veut nous faire parler de Covid. Donc voilà, là-dessus, il est complètement en phase. Je pense que Zemmour est en phase. Et les gens qui disent il faut équilibrer son discours, etc., ça leur parle pas. Pas de l'immigration uniquement, celle de la sécurité également. Et de la civilisation. Régis, un mot. Éric a raison. Historiquement, dans les campagnes électorales, des campagnes présidentielles, celui qui réussit à imposer son thème, il a toutes les chances de bien figurer, à imposer son thème. Le débat, j'ai vu un camembert avec les thèmes abordés au débat des candidats LR, c'est impressionnant. On est à 70% si on ajoute immigration et insécurité. Les deux questions étant liées. Bon, je pense, cela étant, je pense que je connais l'opinion de Michel. On a déjà fait une émission ensemble, Michel. Et puis l'autre jour, dans ma voiture, je vous ai entendu le répéter. Moi, j'y crois pas. Alors, on prend date. Moi, je crois au match retour de 2017. Mais après, je peux perdre. C'est pas grave. Mais je crois que la trajectoire Zemmour dans cette première partie, c'est vrai que ça va se cristalliser, qu'il va y avoir des tas de choses. On peut tout à fait raisonner là-dessus, mais je pense qu'il a aussi recentré Marine Le Pen, d'une certaine façon, parce qu'il est très transgressif, il est très segmenté, et on voit dans les sondages de deuxième tour aujourd'hui, il est faible. Il est très faible par rapport à Marine Le Pen, ça peut paraître paradoxal. Sur les thèmes insécurité, immigration, elle est costaud, elle aussi. Donc, je dis... Voilà quoi, c'est-à-dire que soit effectivement le 5 décembre, alors je me demandais quelle date il allait choisir, Austerlitz, si je comprends bien. Non, c'est le 2, Austerlitz.
Le sacre de l'empereur, c'est le 2 septembre. Alors, J'aimerais quand même aussi préciser une chose. Vous avez fait la moue, vous pensez pas que ce sera le 5 ? Non, ça sera pas, il l'a dit, ce sera pas une date historique, ça sera pas un lieu symbolique. Ouais, J'ai dit, Ça sera d'ailleurs pas le 5, ça sera plutôt quelques jours avant. La question, c'est est-ce qu'il le fera la même semaine ou est-ce qu'il le fera la semaine d'avant. Ce qui est certain, c'est quand on parle à l'équipe Zemmour, c'est la décision de Zemmour. Zemmour a choisi quand ils vont le faire et ils peuvent changer de jour. Donc c'est pas une petite surprise. Quand un point, parce que la question c'était pourquoi ce tassement ou cette légère baisse d'Éric Zemmour. Il y a un autre phénomène quand même, c'est que moi j'attendais pas, sur lequel vraiment ça explique qu'il a vraiment une stratégie à la Trump vraiment extrêmement résolue et assumée, c'est qu'il a quand même multiplié depuis 15 jours, 3 semaines, des outrances vis-à-vis de l'histoire, Vichy, Dreyfus, Mera, là, une attaque frontale contre Hollande par rapport aux attentats, etc. Et cette outrance, elle trouble, comme vous le disiez Eric, cet électorat de droite bourgeoise qui fait partie des objectifs de conquête d'Éric Zemmour, mais qui franchement trouble énormément cet électorat. C'est-à-dire que là, actuellement, ce tassement, je pense qu'il est aussi le résultat de ces outrances multiples d'Éric Zemmour, que j'ai du mal à comprendre d'ailleurs, et qui, s'il va jusqu'au bout dans cette outrance, risque de desservir la noble cause qu'il porte, qui est celle de recentrer quand même l'action publique sur une vraie lutte contre l'islamisme radical, l'insécurité, etc. Et là, ça c'est pour moi la question clé. Est-ce que Zemmour va continuer à aller sur ce Trumpisme complètement assumé et débridé? Je ne sais pas si en France ça peut passer comme c'est passé aux États-Unis. Je pense que s'il y a deux critiques sur la limite avec Zemmour les 2-3 dernières semaines, je ne pense pas que ça soit le fond, surtout auprès de l'électorat Fillon. Il faut le rappeler, Fillon il a bondi depuis son livre Vaincre le totalitarisme islamique, sa sortie sur Sarkozy, etc. Je pense que avec Zemmour, les deux erreurs qu'il a commises ces dernières semaines, c'est que quand il est arrivé à 17%, il aurait dû arrêter, je pense, les accusations contre Marine Le Pen, se présidentialiser. Et le deuxième point, c'est arrêter de faire du commentaire de sondage. Et pour le coup, je pense qu'ils n'ont pas forcément saisi l'importance de ces 17%, de cette idée de se dire, voilà, maintenant, pour parler à cet électorat bourgeois de la droite, peut-être qu'on fait des visites à l'international, on essaye de faire moins de médias, parce que dans les faits, avec Zemmour, pour moi, il devrait faire 15 jours sans médias, parce que de toute façon, vous savez, les médias, vous disiez, M. Kuzmanovic, qu'il y a un système très organisé. La vérité, c'est qu'en fait, il y a assez peu de candidats très connus qui proposent des choses intéressantes. Donc en fait, les médias aujourd'hui, au premier rang desquels BFM TV, ils ont besoin de faire du Zemmour. Les journalistes de gauche, quand on leur parle, ils vous disent que heureusement que Éric Zemmour est candidat à la présidentielle, parce que sans ça, ils s'embêteraient. C'est la raison pour laquelle moi je pense que, au fond, les Français vont mettre Éric Zemmour au second tour. Pourquoi? Ça va vous paraître complètement délirant ce que je vais vous dire, mais on est dans une société marketing aujourd'hui et ils ont envie de voir le match. Bien sûr. Ils ont envie de voir le match. Et il y a même des gens qui n'aiment pas Zemmour. Moi j'en connais, je connais des macronistes. Ils disent on va voter Zemmour parce que au moins ça va clarifier, il va se passer quelque chose et ça compte. Allez, on va marquer une pause. On se retrouve dans un instant. On parlera d'Anne Hidalgo. Était-elle vraiment la meilleure candidate pour le PS? Puis quand même quelques mots sur notre sondage. On n'en a pas parlé. Ça fait 2 jours qu'on essaye d'en parler. On va en parler sur les caractères, les traits de caractère entre Macron, Éric Zemmour et Marine Le Pen. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi. Un mot quand même sur notre sondage IFOP fiducial pour Sud Radio. Entre Marine Le Pen et Éric Zemmour, à qui selon vous s'applique le plus chacune des caractéristiques suivantes? Compétent, Marine Le Pen 25, Éric Zemmour 17. Proche des préoccupations des Français, Marine Le Pen 28, Éric Zemmour 18. À la capacité de gérer une crise, Marine Le Pen 23, Éric Zemmour 14. À la stature d'un président de la République, Marine Le Pen 23. En gros, Éric Zemmour 14. Il n'y a qu'un item sur lequel Éric Zemmour l'emporte, c'est qui vous inquiète. Marine Le Pen 16, Éric Zemmour 49. C'est là-dessus, évidemment, qu'on peut s'interroger sur cet aspect inquiétant du personnage. Et sinon, c'est vrai que sur les traits de caractère, Marine Le Pen, visiblement selon ce sondage, semble l'emporter chez les personnes sondées. Oui. Je sais pas, qui veut réagir? Ça fait longtemps que je doute de la fiabilité de beaucoup de sondages, donc je suis très gêné de commenter quelque chose dont je doute, mais par exemple, il faut quand même bien savoir qu'une des raisons qui a fait que Éric Zemmour s'est lancé ou a été lancé par beaucoup de personnes d'extrême droite, c'est que depuis des années,
tous ceux qui, enfin moi on me l'a rapporté tellement de fois, qui rencontraient Marine Le Pen pour essayer de l'aider à réussir ce cap du second tour, en sortaient convaincus qu'elle n'aurait pas les épaules et la compétence pour être présidente de la République, et que ces gens-là cherchaient un autre candidat. Donc quand on dit dans un sondage que Marine Le Pen apparaît comme plus compétente qu'Éric Zemmour, c'est peut-être ce que pensent les Français, puis c'est ce que dit le sondage, mais alors, je peux vous dire qu'il y en a beaucoup qui ne pensent exactement pas ça, et qui font aussi qu'Éric Zemmour existe aujourd'hui politiquement. Après, je pense que sur Marine Le Pen, malgré tout, les journalistes sont un peu durs. C'est-à-dire que sur les questions économiques, quand on lui parle, elle connaît bien ses chiffres. Elle a fait un 2A d'économie. Tout le monde l'a oublié. Hein, quand Macron il avait fait un petit diplôme à côté, tout le monde en parlait tous les jours. Ceci étant dit, je pense que le sondage, en fait, il est intéressant uniquement si on regarde du côté de la droite, parce qu'encore une fois, la stratégie, c'est qu'Éric Zemmour, il est sur une campagne de premier tour. Marine Le Pen au début était sur une campagne de deuxième tour, et aujourd'hui, elle revient malgré tout aux fondamentaux. Ouais. Et donc moi, quand j'observe ce sondage dans le détail, par exemple, je vois sur la question de la compétence, eh bien auprès des anciens électeurs Fillon, Marine Le Pen est à 11 et Éric Zemmour est à 26. Auprès de l'électorat Macron, donc il y a une partie de l'électorat Macron qui est de droite, Marine Le Pen est à 8 et Éric Zemmour est à 14. Donc ce qui me semble pas étonnant, parce que Éric Zemmour ne parle pas du tout à la gauche. Et vous savez, l'homme de gauche aujourd'hui, eh bien il se dit qu'Éric Zemmour est tellement dans les outrances que ça veut dire qu'il est nul, qu'il est incompétent, etc. Vous voyez, donc pour moi, ça n'a pas de valeur d'étudier un peu l'impact qu'Éric Zemmour a auprès de la gauche, parce qu'il leur parle pas pour l'instant. Aujourd'hui, on est sur une forme de primaire de droite, élargie à toutes les droites. Ça sera plutôt au mois de février qu'il faudra voir ça. Et surtout, le vrai enjeu, c'est qui va se qualifier au premier tour. Absolument. Après, on verra bien. Ouais, Régis ? Moi, sur ce que vient de dire Eric, le deuxième tour, c'est quand même important. Certes, on est dans les campagnes de premier tour, mais ça explique pourquoi les sondages, je suis d'accord, il faut les relativiser, pourquoi les sondages de deuxième tour sont mauvais pour lui par rapport à ceux de Marine Le Pen. Parce que l'effet Castor va jouer contre lui. Alors qu'elle avait réussi à se dédiaboliser en partie, bien évidemment. Bon, cela étant, elle a un gros avantage, Marine Le Pen, c'est qu'elle a le soutien des couches populaires. C'est pas rien. Comme disait Guizot, faut faire payer les pauvres, c'est les plus nombreux. Faut faire voter les pauvres, ce sont les plus nombreux. Elle a un socle extrêmement important chez les ouvriers, chez les salariés d'exécution des services, qui fait qu'il lui reste assez fidèle. Alors, elle en a perdu un peu au profit de Zemmour, c'est probablement incontestable, mais je pense que ça constitue quelque chose de relativement solide. Ces gens-là sont pas sensibles au marketing. C'est pas. Alors il y a encore des réserves. Elle fait 50. Je termine. Elle fait 50% chez les ouvriers au premier tour, ce que dans mon cher Parti communiste on n'a jamais fait. Donc même à la plus grande époque. Donc je veux dire, ces éléments là, on discute effectivement entre nous. On est très sensible à tous ces aspects politiques. On le suit au quotidien. Je pense qu'il faut faire attention. Il y a une partie du réel de cette France périphérique, de cette France marginale, qui a été marginalisée. Je crois que on va peut-être au devant de certaines surprises. Mais d'ailleurs, c'est un pari des deux côtés. Pardonnez-moi, c'est que Marine Le Pen, effectivement, aujourd'hui, considère qu'il faut attendre janvier. C'est à ce moment-là qu'ils vont pouvoir véritablement voir une augmentation dans les sondages. Souvent, ils critiquent en expliquant que la méthode aujourd'hui des sondages ne prend en compte que ceux qui sont sûrs à 10 sur 10 d'aller voter, et donc les classes populaires en sont moins sûres. Simplement, du côté de l'équipe d'Éric Zemmour, il y a exactement la même stratégie. Ils se disent que l'électorat des classes populaires, et moi je l'ai vu quand je suis allé sur le terrain accompagner Marine Le Pen, aujourd'hui il représente pas du tout dans sa tête Éric Zemmour comme candidat à la présidentielle. Donc c'est au mois de janvier qu'on verra qui peut manger dans le gâteau. Sachant que Macron est assez fort. Aujourd'hui, il est juste derrière Marine Le Pen sur cet électorat populaire, c'est assez surprenant. Georges, une remarque. Régis, c'est 50% des catégories populaires qui ne s'abstiennent pas. Le PCF, en volume, faisait quand même plus dans l'électorat populaire que Marine Le Pen, en tout cas à la grande époque. Mais sur ces questions de compétences... on n'a jamais fait 11 millions de voix comme elle a fait en 2017. Mais c'est pas tous des ouvriers. Sur les compétences, c'est étonnant, je sais pas. Éric Zemmour, il est polémiste, il écrit des livres. Je ne sais même pas s'il a réellement dirigé ne serait-ce qu'une équipe un jour dans sa vie. Je crois pas. Diriger un pays, c'est compliqué.
Non, mais il n'a pas Mais d'expérience c'est pas partisane. Bien sûr, non, mais Emmanuel Macron non plus. Enfin, si, j'allais y venir. Emmanuel Macron non plus. Donc c'est pas toujours l'individu qui compte, c'est quelle équipe qui va faire quelle mais là, quelle sur le politique sondage, avec sur lui. les traits de personnalité, visiblement. Moi, là, je suis d'accord avec ce qui a été dit par Eric et par Régis. En fait, quand vous regardez les sondages, moi je regarde les notes méthodologiques. Ça se base sur 55 à 60% de l'électorat, avec des bases étranges comme quoi il n'y aurait que 55 ou 60% de participants à l'élection. C'est parce que les catégories populaires se mobilisent après les fêtes de fin d'année et que là, évidemment, on aura des bascules assez importantes dans les votes. Pour reprendre ce que disait Eric Techner tout à l'heure, si on la joue marketing, est-ce que les Français ont envie de voir si dans le sondage il y avait une autre question, quel match voulez-vous avoir au deuxième tour, Macron-Le Pen ou Macron-Zemmour? Je pense que le Macron-Zemmour serait largement devant. Et je pense qu'il y a aussi de ça dans ce qui se passe. Oui, mais ça, voilà. Et donc il y a aussi une dimension de. Mais parce qu'en fait, on a assisté. Et pour moi, c'est ce qui a expliqué aussi l'abstention de ces derniers mois, de ces dernières années, c'est qu'on assiste à une éditorialisation de la vie politique. C'est-à-dire que la fonction tribunicienne, à l'époque, c'était le Rassemblement national qui la faisait. Avec la dédiabolisation, ce sont les nouvelles chaînes d'infos, les nouveaux médias, les nouveaux éditorialistes qui le font. Donc c'est absolument en fait cohérent que l'un d'entre eux finisse par être candidat à la présidentielle et recueillir un certain assentiment, d'autant plus que, vous savez, cette condamnation à... s'il fallait élire le plus compétent, j'ai envie de dire, le candidat LR sera au second tour élu, en fait. La compétence, tout le monde dit aujourd'hui, tous les Français disent que c'est les Républicains qui ont le pari de la compétence, ce qui fait d'ailleurs que pour moi, ils jouent Matignon soit un peu plus à leur gauche, soit un peu plus à leur droite. Mais c'est pas pour autant ça qui leur permet d'être au second tour. Ouais. Allez, on marque pas une pause, c'est fini, hélas. On a encore plein de choses à dire. C'était une mauvaise candidate. Oui, voilà, vous voulez répondre, voilà. Je pense que personne si n'aurait on veut défendu que le ici. PS disparaisse, dans ce cas-là, c'était la bonne candidate. Ouais, mais sinon, c'était pas la bonne candidate. On aura l'occasion d'en reparler. Merci à vous. On se retrouve demain. Très bonne journée sur Sud Radio. À demain.